La première mission de l'avocat, en cas de crise, c'est d'assurer la cohérence de tous les éléments de langage, quel que soit leur mode de communication. Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste Debouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute! Les deux choses les plus importantes pour une entreprise n'apparaissent pas à son bilan. Sa réputation et ses hommes. Depuis l'époque de Henry Ford à qui on doit cette déclaration en forme de principe, l'ampleur et l'impact des réseaux sociaux font désormais de la réputation un enjeu central pour les entreprises. On parle même de e-réputation. Les atteintes à cette réputation peuvent être très diverses. Accusations, rumeurs établies ou non, d'infractions pénales majeures, de pollution, de mensonges industriels, etc. Mais quelles sont alors les actions à conduire pour préserver au mieux cette réputation ? Quelle place accorder au droit et à l'avocat dans ces situations de crise ? Y a-t-il des actions préventives à mettre en place immédiatement ? Ce sont les questions que j'ai voulu poser à mon invitée Amélie Tripet. Avocate depuis plus de 20 ans, Amélie est counsel au sein de notre équipe contentieux, arbitrage, pénal des affaires. Elle pratique depuis ses débuts le droit d'auteur, mais aussi le droit des médias et surtout le contentieux de la presse. Ces dossiers l'amènent à découvrir de nouvelles zones d'intérêt, la production des engrais ou le cycle de fabrication de l'aluminium n'ont plus de secret pour elle. Et au-delà de tout cela, Amélie se détend en jardinant ou en lisant de grands classiques de la littérature anglaise. On m'a aussi confié ici, au sein de son équipe, qu'Amélie est une professionnelle du droit très méticuleuse. Bonjour Amélie. Bonjour Philippe. Amélie, au gré des dossiers d'atteinte à la réputation ou à l'irréputation, tu as pu dresser, je crois, une typologie selon que cette menace provient de l'entreprise elle-même ou de l'extérieur de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux cas de figure. Soit l'entreprise est totalement étrangère au déclenchement de la crise. Je pense par exemple à un supermarché, un centre commercial en banlieue parisienne qui s'est trouvé victime d'une rumeur de trafic d'organes sur son parking. Totalement immaîtrisable, qui a généré immédiatement moins 20% de chiffre d'affaires le premier week-end, mobilisation renforcée d'équipes de secours et de cellules de crise auprès de la mairie. Mais plus généralement, quand on vient nous voir, les crises sont déclenchées par des propos de certains dirigeants ou des faits qui ont été commis par l'entreprise. Pour rester toujours sur une idée de typologie, je crois que le point d'entrée habituel de l'avocat que tu es dans ces dossiers, c'est une question rituelle, assez automatique. Peut-on supprimer tel ou tel contenu en ligne ? Et alors là, en général, quelle est ta réaction ? Ma première réaction, comme je le dis souvent, c'est oui, nous pouvons effectuer des signalements, mais pour autant, il ne faut pas s'attendre à obtenir le retrait. Les plateformes, Meta, Google et autres, sont maintenant soumises au DSA, au Digital Service Act. Elles ont l'obligation de répondre à bref délai aux notifications, mais pour autant, quand on regarde les rapports de transparence qu'elles rendent tous les 6 mois pour rendre compte de leurs actions, on se rend compte qu'il y a très peu de contenu supprimé, notamment au motif de la diffamation. Donc la première demande qu'on te fait le plus souvent, tu as du mal, pour des questions juridiques qu'on comprend, à la satisfaire. Alors ça, c'est un écueil. Il y en a un autre que tu rencontres souvent, toujours pour rester dans des généralités, c'est la concordance idéalement souhaitée par les avocats entre le discours de l'entreprise et celui de ses dirigeants. Et parfois, il y a des hiatus. De quoi parle-t-on là, en général ? La première mission de l'avocat, en cas de crise, c'est d'assurer la cohérence de tous les éléments de langage, quel que soit leur mode de communication, en interne, en externe, vis-à-vis des juridictions qui sont déjà ou éventuellement saisies dans le futur, et surtout concordance entre les propos de certains dirigeants et les propos de l'entreprise. Donc, ne pas jeter la faute prématurément sur un salarié en question, ne pas accuser prématurément un fournisseur qui n'aurait pas respecté son contrat. Il faut d'abord et avant tout vérifier quelle est la base factuelle dont on dispose pour aligner notre défense contentieuse et donc nos éléments de langage.
Donc, il y a une question de cohérence, on l'a bien compris, de concordance. Alors, il y a un autre point de concordance qui est important, je crois, à tes yeux, c'est la collaboration entre l'avocat et l'agence de communication, quand il y en a une. Non pas que ces agences, ce n'est pas un rôle essentiel dans ces dossiers, mais elles ne sont pas toujours présentes. Ce qui m'intéresse, en fait, Amélie, c'est le fait que l'avocat et l'agence de com n'ont pas nécessairement le même temps en tête, les mêmes exigences chronologiques. On n'est pas sur les mêmes durées, c'est bien ça, en fait. Schématiquement, l'agence de communication veut éviter le rebond, veut éviter de remettre une pièce dans la machine, donc a tendance à préconiser à ne pas répondre pour essayer de passer sous les radars. Nous, avocats, nous avons une vision plus longue. On est parano, c'est notre métier, donc on imagine toujours que ça peut mal tourner, qu'il peut y avoir un contentieux pénal, qu'il peut y avoir des répercussions de la part de co-contractants qui pourraient se plaindre de manquements. Et surtout, on envisage à plus long terme que de ne pas laisser toute la place dans le débat médiatique à la parole de l'accusateur. C'est-à-dire que c'est important que l'entreprise fasse valoir des éléments de réponse neutres, justifiés, crédibles, convaincants, pour ne pas laisser une vérité alternative s'installer dans le débat. Amélie, pour faire le lien avec ce dont nous parlions là à l'instant, sur la temporalité différente entre l'agence de com et les avocats, et je voudrais aussi qu'à présent nous parlions de dossiers précis, sans citer de nom évidemment, que tu as pu traiter. Il y en a un où figurait une autorité publique, et nous étions les conseillers d'un des fournisseurs de cette autorité publique. Ce fournisseur était accusé de violation des règles sur les marchés publics, et là le problème qui s'est posé, c'est un silence assourdissant qui s'était instauré dans une situation qui était carrément devenue une crise. La crise avait pris tellement d'ampleur que la parole de l'entreprise était inaudible, sauf à être en posture défensive. Et finalement, cette absence de réponse, cette réponse très modérée, a laissé place aux théories complotistes s'installer, à laquelle l'entreprise n'a finalement pas répondu. Et au bout de 2-3 ans, quand on fait des recherches sur Google, ce qui ressort, c'est la parole complotiste. Ça n'est pas les communiqués modérés de l'entreprise qui n'ont pas été entendus en leur temps. Pour parler trivialement, il y a vraiment l'idée d'occuper le terrain, en quelque sorte, le terrain médiatique. Alors, il y a un autre dossier dont j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui, et là, qui illustre le travail d'anticipation. C'est un dossier où, si j'ai bien compris, on est, je crois, dans le domaine de la santé. En fait, toi et toute l'équipe qui a travaillé sur ce dossier au sein du cabinet avaient préparé en amont de nombreux actes, de nombreuses pièces avec de différents scénarios selon un plan médiatique que vous ne maîtrisiez pas, selon une émission de radio ou de télé qui allait arriver, un article de presse ou un livre qui allait sortir. Vous avez donc préparé tout ça pendant des mois, et ensuite vous avez déroulé. C'est bien ça. Enfin, j'ai trouvé ce processus assez intéressant et assez original en fait. C'est très original. Je pense que le public ne se rend absolument pas compte de la somme de travail qui est nécessitée en amont. Et dans le meilleur des cas, je vais te dire, ça ne sert à rien puisque l'entreprise ne sera pas mise en cause pour d'éventuels manquements. Ça, c'est notre plus grande victoire. Mais tout ça a demandé un travail très, très minutieux en amont pour justifier, préparer des éléments de réponse sur tout ce qui faisait le cœur de l'activité de l'entreprise. C'est un travail d'équipe qui a été mené en lien avec toutes les directions opérationnelles de la société qui étaient concernées, dont le point d'orgue était le visionnage en direct d'un cache investigation, qui vise souvent nos clients. Il y avait plusieurs moniteurs en direct, la surveillance des comptes Twitter, la surveillance de certains comptes Facebook, la surveillance de certains comptes Instagram, les réactions diverses et variées et l'émission. Et là, nous avions préparé en amont plusieurs sortes de communiqués à destination des salariés, des collaborateurs de l'entreprise, communiquer à destination des parties prenantes, communiquer droit de réponse à l'égard de la chaîne et du producteur, et voire, option ultime, action contentieuse. Et en fait, cette préparation en amont a fait que nous avons pu ajuster immédiatement après le visionnage de l'émission à la marge 3 mots. Les communiqués sont partis à minuit et ça a permis de dégonfler considérablement l'attrait pour cette entreprise. Et donc, c'était une opération pour nous réussie. Alors, tu as évoqué à l'instant le travail d'équipe, parce que très souvent,
tu es peut-être un peu le fer de lance, mais il y a d'autres pratiques du droit au sein de notre cabinet qui doivent être mobilisées. Et parfois, on n'a pas parlé de droit, on va parler une fois de droit quand même, il peut y avoir un point de droit à traiter. Et je pense notamment à ce dossier qui concernait un de nos clients qui était un sponsor sportif et qui a eu maille à partir avec son sportif, entre guillemets, sponsorisé, lequel faisait l'objet d'une accusation d'avoir commis un délit pénal en plein milieu d'une grande compétition internationale. Et là, le client, l'exigence du client qui vous saute aux yeux, c'est de tenter de rompre la relation contractuelle entre le sponsor et son sportif. Et là, si j'ai bien compris, la force majeure n'est pas disponible. Il faut avoir recours à une autre astuce assez classique. Alors, de quoi parle-t-on ? De la caducité. La caducité vient sanctionner un élément essentiel à la formation du contrat qui était réuni au moment de la conclusion du contrat. Le contrat a été exécuté et en cours de route, un événement surgit qui n'est imputable ni à l'une ni à l'autre partie, en l'occurrence la tempête médiatique, mais qui vient atteindre l'élément essentiel, c'est-à-dire en l'occurrence la réputation du sportif qui était l'objet même du contrat de parrainage. Et cette caducité est liée à un très fort intuitu personné, donc ça fonctionne souvent dans les cas où on est en contrat avec une personne physique, et on attire de plus en plus l'attention de nos clients pour revérifier ces clauses et rédiger des préambules et des clauses d'intuitu personné qui permettent, en cas d'événements imprévisible, mais qui pour autant n'est pas irrésistible comme le requiert la force majeure, de pouvoir mettre fin au contrat. D'où aussi la bonne rédaction, une rédaction habile de certains contrats en insistant, comme tu le disais, sur l'intuitu personné. Avant de nous quitter, Amélie, je voudrais c'est un peu une question rituelle que je pose, et en forme donc de conclusion, quels conseils pratiques comme ça, alors la question est un peu audacieuse, immédiat, tu donnes à un client qui te sollicite là, à chaud, sur un problème de réputation, à quoi tu penses d'emblée ? La première réponse est anticiper. Anticiper, toute entreprise devrait avoir des guidelines, comme ils ont régulièrement, pour que faire quand un huissier arrive pour un 145, que faire en cas de perquisition, que faire en cas de contrôle fiscal ou de contrôle URSSAF. Eh bien, il devrait y avoir un volet systématique, anticiper une crise. Identifier quels sont les gens qui constituer la cellule de crise, identifier quels sont les professionnels à saisir en premier lieu, et notamment les avocats, mais aussi les communicants, et surtout anticiper quels sont les éléments de réponse justifiés auprès des opérationnels. Parce que c'est facile d'identifier quels sont les éléments sensibles qui peuvent avoir une répercussion au-delà de l'entreprise, sur le secteur concerné. Ça, c'est facile. Et souvent, ce que je constate auprès de nos clients qui nous saisissent, c'est qu'ils n'ont pas anticipé. Donc forcément, ce travail-là, qui devrait être fait en amont, on doit le faire en plus en urgence pour pouvoir y répondre. Et de manière immédiate. Et de manière immédiate. Donc c'est des dossiers qui sont souvent très punchy. Merci Amélie, merci beaucoup de t'être prêtée à ce jeu de questions-réponses et d'avoir partagé avec moi ton expérience sur ces dossiers de réputation, de e-réputation, où plusieurs pratiques du droit doivent souvent être mobilisées. Et le mot-clé, on vient bien de le comprendre, chaque fois que c'est possible, c'est anticipation. Alors, pour nourrir la liste que tu venais de donner, j'ajouterai qu'il s'agit d'anticiper les droits de réponse, anticiper les lignes de défense à venir, anticiper les contentieux à venir, anticiper les zones de risque futures. Le tout nourri d'une collaboration étroite entre l'avocat, l'entreprise, ses dirigeants et les agences de communication chaque fois qu'elles sont présentes. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'encre. À bientôt.